Bonjour, bienvenue à Fantaisie au petit déjeuner, 33e épisode, premier épisode de la nouvelle saison 2009 de Fantaisie au petit déjeuner, si c'est pas génial. Donc évidemment on a toujours des tartines à disposition, du café, moi je mets un peu de lumière parce que là il fait extrêmement sombre, et on va en profiter pour parler d'Acacia qui était une grosse sortie de l'année dernière. Il y avait eu tout un buzz autour de ce livre, il y avait eu des échos dans la presse dithyrambique et certains sites internet qui l'ont mis sur un pédestal à mettre à côté du trône de fer, etc. Donc c'était temps que Fantaisie au petit déjeuner en parle. Et ben Acacia c'est quoi? En fait ça raconte la chute d'un royaume. En fait on assiste, le royaume d'Acacia est un royaume gouverné par une dynastie qui règne depuis 22 générations. Et le dernier en date est le roi Léodan Akaran. Et ce roi en fait est un roi malheureux parce qu'il sait le terrible secret qui hante son cœur, à savoir que sa dynastie, la richesse de sa dynastie, repose sur un commerce abject, qui n'est pas le commerce des esclaves, mais le commerce de la brume étant une drogue qui permet à la fois de bien tenir tranquille la population qui est asservie, et donc c'est à la fois la richesse et le gage de sécurité et de stabilité de son royaume, et ce secret terrible le hante, et il aimerait faire un royaume différent, il aimerait un royaume plus juste, plus humaniste, mais malheureusement, le pouvoir n'est pas le sien, finalement, lui n'est qu'une marionnette, et c'est la Ligue des marchands qui détient tout le pouvoir. Et lui est fort malheureux dans cette situation, ce qui fait qu'il se réfugie lui-même dans la drogue. Donc soit vous avez au choix, soit vous considérez que c'est un roi juste et bon et humaniste, ou un roi faible, à vous de voir. En tout cas, ce roi, malheureusement, quand le roman commence, enfin, déjà au bout d'un moment, il va se faire assassiner, parce que la révolte gronde, il y a des peuplades, notamment la peuplade des Maine, qui se situe tout au nord dans cette carte, parce que Acacia est ici, vous voyez, et les Maine sont toutes ici. Et les Maine, qui sont beaucoup plus une peuplade nordique, en fait, vont se soulever, dirigés par un certain Anish Maine, qui est un grand leader à la Attila, qui va réunir autour de lui des peuplades, etc. Ils vont fomenter la révolte, ils vont s'unir à des peuples jusque-là qui étaient asservis, et tout ça va mener à une guerre terrible, mais surtout Anish est très intelligent, il va organiser différents assassinats, et notamment il va envoyer son frère, son petit frère, pour assassiner le roi, et c'est ce qui va avoir lieu au bout de la 150e page, le roi se fait assassiner. Et dès lors, le royaume va s'écraser littéralement. Acacia va s'effondrer à une vitesse hallucinante, grâce à des moyens peu conventionnels et puis grâce à des complots, des retorsions, des manipulations, de la propagande, etc. On va vraiment assister à la chute d'un empire qui règne depuis 22 générations en l'espace comme ça d'un clin d'œil. C'est assez impressionnant. Et ce nouveau roi, donc nouveau Anish, qui va prendre le pouvoir, est décidé à mettre la main sur les 4 héritiers du trône, les 4 enfants de Léodan, qui sont ici. Vous voyez 4 dessins, 4 portraits de ses enfants. On a Aliver qui est le prince héritier, le grand. On a sa sœur Corinne. On a le petit Dariel qui est le dernier, qui a 8 ans quand son père se fait assassiner. Et on a Mena qui est entre les deux. Et ces 4 enfants, en fait, suivant un plan élaboré par Thaddeus, le conseiller du roi, et le roi avant sa mort, ils vont être éparpillés à travers le monde par leur sécurité. Ils vont être envoyés à l'est, à l'ouest, au nord, aux antipodes, dans des peuplades différents, dans des lieux différents. Il y en a qui vont aller dans des archipels très lointains, d'autres dans le sud africain. Chacun va devenir différent. Il y en a qui va devenir pirate, une autre prêtresse, etc. Et ces enfants, en fait, on va suivre leur destin après la chute de leur royaume, après la chute de leur dynastie. Comment, une fois devenus adultes, ils vont tenter de reprendre les rênes du pouvoir et de refonder l'empire d'Acacia, mais refonder un empire meilleur, non plus basé sur ce commerce abject de la brume, parce que c'est aussi contre ça que se battaient les Maine, donc ils avaient une certaine légitimité, mais essayer de faire un monde meilleur, un royaume plus juste. Voilà un petit peu pour l'histoire, voilà un peu pour l'intrigue. Il faut avouer qu'Acacia il a des solides qualités derrière lui. Il y a tout d'abord un univers extrêmement travaillé, notamment au niveau de sa pluriculturalité. On a vraiment différentes peuplades bien distinctes, avec des cultures bien distinctes, bien travaillées. L'auteur a vraiment travaillé toute l'interaction entre ces différentes peuplades, ces différentes cultures pour expliquer notamment la chute de l'Empire Acacia, comment chacun s'est révolté, mais aussi expliquer comment chaque personnage, chacun vivant dans des communautés différentes, comment ils vont évoluer, comment ils vont devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. En plus, il y a une histoire très travaillée, il y a une dimension politique très poussée, comme vous l'avez compris. D'expliquer que tout ce système économique basé sur un commerce un mauvais commerce, et en même temps toute la dimension avec l'esclavage, le racisme, tout ça est présent et très très appuyé dans le livre, donc ça donne une fantaisie différente, une fantaisie plus intelligente entre guillemets, plus adulte. On est loin de l'heroic fantasy ou de la high fantasy. Déjà, il n'y a pas de créatures extraordinaires, il n'y a pas de race étrange ou extraterrestre ou orque, elfe, ce que vous voulez. Il y a très peu de magie. Il n'y a quasiment pas de... On est vraiment humain, c'est des hommes, etc. On est vraiment dans l'idée d'une fantasy à la Hobbes, à la Martine, etc.
et le tout rajouté évidemment avec ce côté un petit peu réaliste qui fait qu'on chasse tout manichéisme, il n'y a pas de blanc ou de noir, même les méchants en fait ont une certaine légitimité et font pas que du mal autour d'eux, et ceux qu'on estime être les bons au début en fait, ils ont des secrets bien terribles, bien cachés, et ils sont aussi corrompus et pourris que les autres. Donc tout ça c'est très appuyé dans le livre et ça donne donc un roman avec une certaine maturité et une richesse au niveau thématique qui donne vraiment un cachet assez unique, et ce qui fait qu'il a beaucoup plu à la presse notamment, et notamment à un public, un lectorat notamment peu amateur à la base de fantasy, plutôt de romans historiques. Faut aussi souligner la qualité des personnages qui sont très travaillés, assez poussés notamment dans leur psychologie. On a vraiment notamment au début le roi Léodan et tout son malheur, de tous ces utopies, ces rêves de jeunesse utopique où il voulait régner en tant que bon roi humaniste, et tous ces rêves qui se sont heurtés et brisés sur les récifs et les écueils de la réalité économico-sociale de son pays avec ce commerce de la brume. Tout ça c'est très, très appuyé, c'est très défini, on est beaucoup sur Léodan au début. On a aussi le personnage de Thaddeus qui est passionnant, le conseiller du roi, qui est un personnage totalement double, qui a vraiment à la fois traître, à la fois héros, enfin c'est vraiment un personnage très intéressant dans sa dualité. Et puis enfin évidemment on a les 4 enfants avec chacun leur destin bien particulier, bien atypique, et c'est vraiment passionnant de les voir évoluer, d'enfants un peu gâtés qui vivent dans leur cocon à l'abri, qui vont au fur et à mesure découvrir la réalité du monde et découvrir la réalité de leur pouvoir, enfin des conséquences de la royauté à Acacia, de ce que ça suppose sur les peuplades aux alentours, de l'esclavage, etc., qui est supposé, et en même temps comment ils vont devenir adultes, comment ils vont évoluer au contact de sociétés très différentes, et leur destin chacun atypique, et comment ils vont tenter finalement de redonner vie aux espoirs et aux rêves de leur père décédé. Donc tout ça c'est très appuyé. Néanmoins, et bah oui, parce qu'il y a un néanmoins, j'ai été mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur Acacia, notamment pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce livre, il arrive après la bataille. C'est-à-dire les gens se sont extasiés sur ce roman. Je tiens juste, et en mettant à la place au même niveau que le Trône de Fer, donc déjà ça non, ou pas. Donc déjà il y a peu de choses qui arriveront au niveau du Trône de Fer, mais il y a vraiment au niveau de l'écriture, au niveau notamment de la profondeur des personnages, de l'intrigue de cours, et notamment de la noirceur, parce que le roman ici, il a beau être réaliste, il n'est pas noir, il n'est pas cynique, alors que le Martin, il y a tout un cynisme qui donne une vraie maturité au texte. Ici c'est pas le cas, et surtout ça me fait beaucoup penser à un livre qu'on a chroniqué cette année qui s'appelle Tigane, et Tigane c'est la même histoire d'héritiers dont le royaume a disparu et qui veulent le restaurer et se battre contre un tyran ou contre un pouvoir autoritaire, et qui vont tenter contre vents et marées de redonner vie à leur pays, à leur histoire, à leur tradition, etc., etc. Et c'était vraiment le même roman, la même genre d'histoire, le même genre de récit, sauf que à mon sens, donc grosso modo j'avais une impression de redite en lisant ça, je dis pas qu'il y a eu un copiage, pas du tout, mais une certaine coïncidence dans les thématiques, notamment le personnage de Corinne est carrément repompé d'un personnage de Tigane, mais dans exactement la même chose, la même thématique amoureuse, bon, bref c'est exactement pareil. Et surtout, il y a un souci de rythme dans Acacia qui n'est pas par exemple dans Tigane. Je pense que Durham n'est pas vraiment un bon auteur, et je suis désolé de le dire, mais il n'écrit pas très bien. Ce qui fait que certains dialogues sonnent vraiment faux, il y a des descriptions qui sont appuyées, qui sonnent pas très bien, et il y a une sorte de ton un peu bizarre, je sais pas si c'est la traduction ou l'écriture, mais qui donne un côté un peu théâtral qui m'a pas du tout plu dans l'écriture, et une proportion notamment à l'affect et au pathos qui déborde, dégouline entre chaque ligne. On est tout le temps dans l'émotionnel, on est tout le temps dans le psychologique, on est tout le temps dans l'affect, dans le ah je suis un roi mais c'est trop triste, je vis sur le dos des esclaves, mon Dieu, boufoufou, que c'est malheureux la vie, et puis oh là là t'as trahi mon père, blablabla, bla bla bla. C'est tout le temps ça. Donc quand on dit que Shakespeare peut écrire cette histoire, mais on rigole, et je trouve que de ce niveau-là, le roman justement perd toute sa crédibilité, sa maturité, comme il aurait pu être au niveau d'un Martin, justement parce qu'il a tendance à être trop moralisateur, trop donneur de leçons, et justement à ce moment-là il perd un petit peu de son patin en voulant donner trop de leçons politico-historiques et d'expliquer comment ça marche le monde, etc. Il perd de vue l'intérêt divertissement, et on a trop un côté, voilà, justement, donneur de leçons qui change beaucoup, et Tigane n'était pas dans le sens, notamment parce qu'il y a un problème de rythme aussi dans celui-là, comme je l'ai dit, parce qu'il faut 200 pages avant qu'il se passe quelque chose, il faut quand même l'avouer honnêtement. Les 150-200 premières pages sont un ennui consternant, il se passe rien, on est à la cour, on assiste les enfants, leur petite vie, etc. On s'en fout, et en fait il faut attendre vraiment la chute du royaume et l'exil des enfants pour que l'intrigue commence à se développer. Et il faut avouer que la deuxième partie du roman est vraiment bien, mais la première est d'un ennui consternant. Le roman aurait vraiment dû commencer directement là et revenir par flashback à l'histoire de la chute du royaume, parce que vraiment ces 150-200 premières pages sont d'un ennui profond.
Donc voilà, Acacia, un titre à voir, un titre à lire éventuellement pour ceux qui veulent une fantaisie différente, un peu plus intelligente, un petit peu plus travaillée, un petit peu moins manichéenne. Néanmoins, je ne peux m'empêcher d'être déçu parce que justement l'auteur n'écrit pas très bien et ne peut s'empêcher de donner des leçons et de perdre sa volonté de divertissement, ce qui fait que toute action, tout rythme, tout suspense, toute scène de bataille est systématiquement gommé et on profite d'une émotion qui est un petit peu trop dégoulinante à mon goût. Voilà, j'espère que ça vous donnera quand même envie parce qu'il faut que vous fassiez votre opinion comme d'habitude et je sais que certains ont été extatiques sur ce livre donc c'est peut-être moi qui ai un problème. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec des nouvelles tartines, un nouveau café ou un thé et toujours pour un petit déjeuner, toujours aussi fantaisiste. Merci à tous pour votre fidélité et à dans 15 jours. Merci, au revoir.